Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance qui marque un véritable coup d'arrêt par rapport à la tendance qu'on observe depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant. Une baisse de 1,5% pour les actions européennes. C'est jusqu'à présent la plus forte baisse de l'année 2023 après 3 semaines de marché. Un coup d'arrêt effectivement par rapport à un rallye boursier européen notamment qui s'est intensifié sur ce début d'année 2023 dans le prolongement de ce qu'on a observé au 4e trimestre 2022. Le rallye européen des actions européennes commence à partir du mois d'octobre 2022. Petite pause sur les dernières semaines du mois de décembre avant la réactivation de cette tendance de manière spectaculaire sur les 15 premiers jours de cette année 2023. Coup d'arrêt donc, il faut considérer bien sûr l'ampleur de la hausse sur les 3 premières semaines de l'année. Nous sommes à la veille également d'une journée d'échéance sur les marchés dérivés. Demain, ce sera la journée dite des sorcières qui limite sans doute la prise de risque à court terme de la part des opérateurs. Et donc, on y verra sans doute plus clair dans les prochaines heures ou les prochaines séances pour mesurer l'ampleur de ce qui pourrait être un premier retracement, une première consolidation avec des objectifs pour le CAC 40 par exemple qui peuvent se situer autour de 6850, 6860 points qui serait d'une certaine manière la zone de consolidation idéale pour consolider ce mouvement haussier qui a été d'une puissance incroyable depuis quelques mois, encore une fois notamment en faveur des actions européennes et des actions émergentes par rapport au marché américain qui connaît une dynamique un peu moins spectaculaire que nos marchés. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Dans le même temps, les prises de parole se succèdent à Davos. Le marché écoute spécifiquement les banquiers centraux européens qui étaient à l'honneur aujourd'hui avec une prise de parole de Christine Lagarde qui confirme que la BCE va garder le rythme pour ses prochaines réunions. Nous maintiendrons le cap du resserrement monétaire jusqu'à être suffisamment restrictif dans la durée pour s'assurer d'un retour à 2% dans un délai raisonnable. Traduction dans la bouche d'un faucon comme le président de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot, il y aura encore de multiples hausses de taux de 50 points de base. Multiples, ça veut dire plus de 2 dans l'esprit évidemment d'un faucon de la Banque Centrale Européenne comme l'est Klaas Knot aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance du moment sur les marchés. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sera consacré à la thématique du sport. Comment investir dans cette thématique du sport? Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kiefer, qui sera avec nous et qui gère une stratégie dédiée à l'investissement dans le sport à retrouver à partir de 17h45 en direct. Mais d'abord, les éléments clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Et c'est donc le premier coup d'arrêt pour les marchés européens et pour la Bourse de Paris en ce début d'année 2023. Et oui, l'indice met un terme à sa série haussière la plus longue depuis la mi-novembre 2021 et repasse sous les 7000 points. L'espoir suscité par la réouverture de l'économie chinoise se trouve dilué par des indicateurs américains décevants. Un optimisme également altéré par les propos de Christine Lagarde à Davos. La présidente de la BCE a déclaré vouloir maintenir le cap dans la lutte contre la hausse des prix. Christine Lagarde apparaît plus déterminée que jamais. En attestent ses propos selon lesquels, je cite, l'inflation, quelle que soit la façon dont on la regarde, est beaucoup trop élevée en zone euro, et d'ajouter, nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons passés en un territoire restrictif suffisamment longtemps pour que nous puissions ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable. Les taux européens qui ont enregistré une très forte baisse depuis le début de l'année se tendent. Le rendement des obligations françaises à 10 ans progresse, celui de la dette allemande de même maturité aussi. Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, 3 statistiques américaines ont été livrées cet après-midi aux investisseurs, dont l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier qui est en repli.
Et l'activité manufacturière de la région enchaîne avec un 5e mois consécutif de contraction de son activité, une activité moins forte que lors des 2 mois précédents. L'indice général ressort à moins 8,9 points. Les mises en chantier de logements en décembre ont quant à elles diminué d'1,4%. Elles atteignent leur niveau le plus faible depuis juillet. Et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 15 000 à 190 000 la semaine dernière, contre une hausse à 214 000 attendue. Parmi les secteurs à suivre aujourd'hui, Alix, on notera que les valeurs liées aux matières premières sont les plus affectées par la baisse du jour. Oui, en Europe, les indices toxissants du pétrole-gaz et des ressources de base accusent les 2 plus fortes baisses sectorielles. ArcelorMittal recule, Total Energy et Vallourec aussi. Le secteur du luxe connaît le même sort. LVMH et Hermès chutent après leur record d'hier. Même chose pour Kering. On remarque aussi que le titre d'Accor grimpe. Le groupe hôtelier annonce avoir cédé les 3,3% qu'il détenait encore dans son partenaire chinois H World Group pour un montant de 460 millions de dollars. Et puis du côté des résultats des entreprises américaines, en attendant la publication de Netflix ce soir après la clôture des marchés américains, le groupe Procter & Gamble a publié et voit son titre chuter après cette publication. Oui, si le géant américain relève son objectif de chiffre d'affaires annuel en raison de la hausse des prix, les prix moyens du groupe, toutes catégories comprises, ont augmenté de 10%. Le groupe met cependant en garde contre l'impact des coûts élevés des matières premières sur ses bénéfices. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse à 17h en direct sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, président de Delubac Asset Management désormais. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier Deburen de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Et à nos côtés également Malik Hadouk. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Quelle est la lecture du marché qu'on peut faire, Malik ? Alors, en intégrant cette séance du jour que je présente comme un coup d'arrêt par rapport au rallye spectaculaire qu'on observe sur ce début d'année 2023. Pour redonner quand même un peu la toile de fond, on est passé du pic de la peur fin septembre à une forme de ce qu'on pourrait appeler pic Goldilocks, c'est-à-dire l'état idéal d'un environnement idéal, boucle d'or, comme on dit, sur les marchés. Oui. Effectivement, donc aujourd'hui on a un petit coup d'arrêt, on verra si la tendance se poursuit, même si je considère que c'est l'élément déterminant, ça va être la saison de publication des résultats qui arrive, c'est là qu'on déterminera si effectivement les entreprises subissent ce ralentissement économique et si oui ou non elles arrivent à maîtriser leurs coûts et à maintenir leur marge. C'est l'élément déterminant, à mon avis, qui va donner la tendance dans les semaines qui viennent. Alors pourquoi ce coup d'arrêt ? Tout simplement, je pense, parce que les statistiques américaines ont été mauvaises et on s'inquiète d'un ralentissement un peu plus marqué de l'économie américaine, auquel on s'attendait d'ailleurs, c'est pas une surprise, mais bon, le marché voulait voir une récession, peut-être éviter une récession éventuellement du marché américain, on n'y est pas encore. Mais bon, c'est le mot récession qui revient. Sur la partie inflation, je pense qu'aux États-Unis, c'est véritablement le problème. L'inflation, on en parlera pour le marché européen, mais pour les États-Unis, je ne pense pas que ça soit la variable d'ajustement dans les semaines à venir, à moins qu'on ait, ça c'est le risque, qu'on ait un rebond très rapide des prix de l'or et des matières premières, parce que on anticipe un rebond chinois de grande ampleur, mais on n'est pas dans ce scénario-là pour l'instant. Donc c'est vraiment une prise de profit après le bon début de l'année, comme vous le mentionniez tout à l'heure, notamment pour les valeurs européennes. Et sur les valeurs américaines, c'est ce qu'on avait dit depuis quelque temps, c'est-à-dire que le marché est survalorisé. Donc bad news aujourd'hui n'est pas une good news pour le marché action. J'entends. Voilà, c'est juste ça. Et c'est ce marché-là qui me semble plus fragile pour le moment. Parce que côté européen, quoi qu'on en dise, on a voulu nous dire que la situation économique était... en tout cas, des orages arriver sur l'économie européenne. On n'en voit pas encore les effets. Mais concernant les entreprises européennes, on est beaucoup plus optimiste que par le passé. On pense qu'elles pourraient nous surprendre. C'est pour ça, comme je l'ai dit, avec la valorisation du marché européen qui est très basse, le risque de baisse nous semble limité. Sauf, bien sûr, si le marché américain venait à baisser très rapidement et très subitement de manière beaucoup plus
rapide. Mais sur cette logique des investisseurs qui semble évoluer, effectivement, alors sur le marché américain, on s'est beaucoup focalisé sur la désinflation continue qu'on observe depuis plusieurs mois désormais aux États-Unis, qui a été un driver important de soutien. Tout à fait. Le marché a un peu oublié le côté croissance économique, ou en tout cas on s'est un peu trop rassuré avec l'idée d'un soft landing, qui n'est pas une probabilité à exclure, mais qui reste quand même une probabilité peut-être Alors, c'est ce qu'on disait. minoritaire. Oui, c'est ce qu'on disait. En fait, le marché est ballotté entre deux choses. Entre ce que la Banque centrale dit, elle dit qu'elle va monter les taux, qu'elle va continuer de le faire parce que l'inflation n'est pas encore, le problème de l'inflation n'est pas réglé, mais il y a quand même, quand vous le mentionnez, des inflations qui est en place aux États-Unis, et certains voient même l'inflation revenir vers son niveau objectif cible de 2% en fin d'année, assez rapidement. Et le marché qui dit à la Fed, ben non, c'est pas possible, les taux ne vont pas monter jusqu'à 5%. On voit le 2 ans qui fait du surplace à 4%. Donc non, c'est pas possible qu'on aille à 5%. Et les membres de la Fed disent si, on va continuer à monter parce que voilà, l'inflation n'est pas encore maîtrisée. Donc le marché s'inquiète de cette divergence d'opinion entre le marché. Mais pour le marché américain, encore une fois, je pense que là, c'est l'effet récession qui joue, mais c'est plutôt les résultats d'entreprise. Et on a eu aussi, en début, avec les résultats des bancaires, des situations un peu mitigées, en fait. Ouais. Et là, on attend, bien sûr, avec impatience, les résultats des industriels et les plateformes tech. Mais je reviens sur ce bras de fer Banque centrale marché. Bon, évidemment, c'est passionnant, on suit ça quasiment au quotidien, mais comme en 2021, le marché disait à la Fed, vous faites une erreur d'analyse, les anticipations d'inflation sont en train de partir à la hausse, vous devez resserrer au plus vite. Il a fallu attendre le mois de mars 2022 pour que la Fed enclenche sa première hausse de taux, à un rythme qui est monté en puissance au fur et à mesure. Là, le marché est en train de répéter, alors le message inverse à la Fed, en lui disant, si vous allez trop loin et si vous faites ce que vous dites, vous ferez une erreur. Vous ferez une erreur. Vous allez plonger l'économie dans une récession beaucoup plus profonde avec des conséquences beaucoup plus néfastes que vous ne l'anticipiez. Qui est-ce qu'il faut écouter dans ce débat écoutez, pour l'instant, on écoute le marché. C'est le marché qui produit. On écoute toujours l'émission à l'écoute des marchés. Donc, mais en fait, on est data dépendante. On verra bien si l'inflation va ralentir progressivement et de manière marquée aux États-Unis. Donc, on attend les chiffres d'inflation. Les prochains vont être aussi à scruter avec attention. Et de toute façon, malgré les déclarations des banquiers centraux, vous voyez aujourd'hui la réaction sur le marché obligataire. Ouais. On est revenu presque, je sais plus, mais presque à l'équilibre. On était monté jusqu'à 7-8 BP, on en revient à 4 BP, voilà. Ouais. Parce que les discours un peu fermes de banquiers centraux, depuis Davos notamment, ont assez peu d'emprise sur le marché obligataire. Et derrière, contrairement à l'année dernière, le marché obligataire retrouve son rôle de valeur refuge lorsqu'il y a des incertitudes sur les marchés actions, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Bon, quelle est la lecture de marché que vous faites en ce début d'année, Benoît? C'est une question très ouverte, très large, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé, encore une fois, sur ces 15 premiers jours boursiers, de rallye obligataire également. Tout monte, et de manière spectaculaire. On est passé, je le disais, de ce pic de la peur à un pic Goldilocks, ou en tout cas, oui, un état d'esprit parfait pour les investisseurs. Alors c'est vrai que ce marché, il s'est placé directement dans le scénario où la lutte contre l'inflation était gagnée. Et que le ralentissement économique était relativement modéré et que nos entreprises pouvaient résister parfaitement. Donc ça a été probablement un peu trop rapide. On n'a pas encore les conclusions et la réalité des choses. Et on a quand même un risque aussi que le marché, pour nous, ne veut pas voir de banques centrales qui vont un tout petit peu trop loin à un moment donné. Parce qu'elles veulent respecter leurs engagements de lutte contre l'inflation. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'inflation, le pic de l'inflation, ce fameux pic de l'inflation qu'on a cherché en 2022 tout au long de l'année, on l'a atteint au cours de l'été aux États-Unis, on l'a probablement aussi atteint en fin d'année dernière en zone euro, mais les banques centrales ne regardent pas que cette inflation globale, ils regardent aussi l'inflation hors énergie. On est encore à des niveaux de 5-6% l'an qui sont de toute façon pas acceptables pour les banques centrales. Donc elles vont continuer ces hausses d'autodirecteurs, elles viennent de le redire, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que les commentaires des banquiers centraux, ils sont toujours dans le même sens, on continue à lutter contre l'inflation.
Et il y aura toujours ce risque-là, et la probabilité est non nulle, elle est même un peu forte, qu'à un moment donné, on aille un tout petit peu trop loin dans les hausses de taux directeurs des banques centrales. Et je pense même qu'elles préféreront aller un tout petit peu trop loin pour pouvoir montrer qu'elles respectent leur mandat. Elles ont été critiquées lors de la pandémie en disant que vous en avez fait un peu trop en soutenant l'économie. Alors, je pense qu'elles avaient quand même raison malgré tout. Elles ne voudraient pas prendre le risque, je pense, d'être critiquées pour en avoir pas fait assez dans la lutte contre l'inflation. Au risque que quelque chose craque peut-être à un moment. Alors, au risque que les marchés souffrent un peu à un moment donné, mais elles vous diront que c'est pas leur sujet. Oui, au risque qu'on ait une récession, mais elle est quand même déjà relativement probable en zone euro aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un risque qu'elles sont prêtes à prendre pour l'année 2023, et ça ne remet pas en cause des perspectives qui seraient quand même tout à fait favorables pour les marchés d'ici la fin de l'année. Je pense que là-dessus, je pense qu'on voit bien que les entreprises résistent bien, qu'elles ont des marges de manœuvre, qu'elles gèrent bien les situations. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques mauvaises surprises, on commence à en avoir en ce moment dans des situations particulières, mais que globalement l'année peut bien se dérouler ensuite. Mais il y a ce cap-là et ce retour à la réalité que les marchés doivent prendre en compte et qui est nécessaire à un moment donné. Ouais, c'est intéressant parce que chaque mouvement de reprise de marché qu'on a pu voir, que ce soit le mouvement de reprise à l'été 2022 ou le mouvement plus durable peut-être de reprise à l'automne, à chaque fois coïncider avec le moment de publication des résultats trimestriels, juillet 2022 et puis le mois d'octobre 2022 également, avec cet afflux d'informations, de nourriture fondamentale, comme je dis, pour les investisseurs. Vos commentaires de marché là, sur la situation à date de 2023, Xavier, et puis allons-y évidemment sur la logique micro, avec la séquence de résultats alors, qui s'ouvre aux États-Unis, qui va arriver en Europe. Qui s'est ouverte en Europe. Oui, il y a des premiers résultats. Oui, bien sûr. On n'a pas eu encore de résultats sur le CAC. C'est ça, effectivement, ça viendra dans quelques jours. Comment vous attendez cette saison de publication de résultats, encore une fois, sachant que les précédentes ont été des soutiens plutôt à la hausse pour les marchés actions, favorisant des rebonds parfois d'ampleur importante. Est-ce que l'histoire peut à nouveau se répéter ? Est-ce que cette fois on rentre vraiment dans le dur ? Et quel type de secteurs ou d'entreprises vont retenir votre attention là, dans les résultats qui arrivent ? Si on parle de publication, on parle également de révision des bénéfices par action de la part des analystes et donc du consensus. Aujourd'hui, pour 2023, le consensus est calé à une baisse des bénéfices par action aux alentours de 5%, à peu de choses près. Pour l'Europe ? On parle pour l'Europe, on va dire monde, globalement, moins 5. Et si on regarde les attentes de croissance mondiale aujourd'hui, elles sont aux alentours, on va dire, de 1,6% de croissance mondiale. Je regarde ce qui s'est fait en 2022. On va faire un peu de maths. En 2022, on a une croissance mondiale qui était aux alentours de 2,9% et on a eu, à l'échelle mondiale, 18% de hausse des bénéfices par action. Donc on a finalement un gap de croissance qui est de l'ordre, on va dire, de 2,9, ça fait 1,3 points de PIB de différence. D'accord. Et on a un gap de bénéfices par action qui est plus 18 d'un côté et moins 5 de l'autre, qui me semble exagéré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il me semble que le consensus a déjà bien anticipé avec les hypothèses qu'on avait, donc les hypothèses de prix de l'énergie, les hypothèses de récession plus marquées que la réalité aujourd'hui, c'est calé à moins 5. Donc nous, notre lecture, c'est de se dire qu'avec la publication de résultats qui arrive, qui va être longue, la particularité de la publication européenne, c'est que ça commence maintenant et puis ça se termine début mars, quand aux États-Unis, c'est assez bien calibré. Ouais, en 3 semaines, c'est réglé. En 15 jours ou 3 semaines. Mais on risque d'avoir, et ça je rejoins tout à fait l'importance de ces publications de résultats, c'est qu'il va falloir être très sélectif encore dans les valeurs dans lesquelles il va falloir investir parce que les publications sont contrastées. On va avoir des acteurs qui vont surprendre à la hausse et d'autres qui vont décevoir. Souvent les mêmes qui décevront parce qu'elles sont sans doute pas assez bien intégrées dans la chaîne de valeur, parce que ces valeurs n'ont peut-être pas de pricing power, ont peut-être pas des barrières à l'entrée très fortes ou de la valeur ajoutée dans leurs services. Et puis quand on va regarder par région, j'étais cette semaine en Allemagne rencontrer des entreprises allemandes. Le discours, il est positif. Il est positif pour plusieurs points. Le premier, c'est l'énergie.
les prix de l'énergie, on attendait une catastrophe. Ah bah en Allemagne. Les entreprises allemandes ont fait leur budget en ouais. disant attention, ça va être très très compliqué de maintenir les marges, ça va être très compliqué de subir ces hausses de coûts qui vont être très fortes. La réalité est tout autre. Donc elles ont aujourd'hui un buffer dans leur budget, elles ont un buffer qui va les aider. Le deuxième point très important relevé par les entreprises allemandes, c'est la réouverture de la Chine. Vous savez qu'évidemment l'Allemagne est très exposée à la Chine, c'est le pays d'Europe qui fait le plus d'échanges avec la Chine. Et aujourd'hui, ça c'est un driver qui est très très important et qui va soutenir très clairement les industriels allemandes ou européennes qui exportent vers la Chine. Et enfin, le troisième discours, c'était dire que la consommation tient plutôt bien. Les prises de commandes restent solides. Donc vous avez 3 éléments qui ont fait très peur en 2022. Je ne vais pas revenir sur les éléments d'inflation, sur les éléments de hausse de taux qui ont fait très peur en marché. Mais c'est le scénario de 2022. Quand on se retourne vers 2023, il y a des éléments micro qui sont favorables pour les entreprises. Parce que le scénario était trop noir et qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, on commence à avoir ce qu'on appelle des reverse profit warning, où finalement des entreprises qui avaient alerté en disant attention à nos marges, attention à nos ventes, etc. On lève l'alerte. Finalement, on relève et dit ça va être bien moins pire que ce qu'on avait anticipé. Donc, sur cette période de publication, ça va être très intéressant parce que ça va caler d'ailleurs, c'est pour la plupart des publications annuelles, donc ça va permettre de caler et de donner peut-être pas des guidance chiffrés, mais en tout cas des commentaires sur l'année 2023 ou sur la première partie de l'année 2023 qui devraient, je pense, rassurer les investisseurs. Et donc, on devrait avoir des révisions au global, je pense, à la hausse de 5-6%. C'est-à-dire que donc on serait à 0, quoi. Je revenais sur les anticipations de croissance mondiale qui sont de 1,6%. Si on est à 2,2, ça laisse de la marge. On ne va pas rester à -5. Donc il va y avoir une divergence. Il va y avoir, je pense, des révisions très marquées pour certaines valeurs qui vont avertir sur leur rentabilité, qui n'ont pas cette capacité à pouvoir couvrir les coûts. Et point important sur les coûts, c'est que un consensus très important d'entreprises, qu'elles soient allemandes, françaises, pour celles qu'on rencontre, disent que les contraintes de supply, c'est derrière nous, et que les prix des intrants, etc., sont en train de baisser. Et c'est l'illustration des chiffres d'inflation, hausse de l'inflation qui est en train de ralentir. Attention, la résilience des earnings, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut encore constater là sur le trimestre écoulé et voir sur les perspectives livrées par les entreprises. Est-ce que c'est pas ce qu'on a déjà consommé dans le rallye action européen, notamment, Xavier ? La preuve, c'est que le consensus n'est pas encore ajusté. Je pense qu'on a assisté depuis le début de l'année, mais vous l'avez dit, depuis le mois d'octobre, on a gommé des exagérations de valorisation à la hausse et aussi à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage très marqué d'entreprises qui étaient vraiment à la cave. Il en reste, d'ailleurs, et dans le rallye depuis ce début d'année, les investisseurs vont chercher des entreprises de bonne qualité, mais dont les niveaux de valorisation sont sur les plus bas historiques, enfin sur 5 ans, sur 10 ans, alors qu'on est sur des perspectives qui s'améliorent. Et vous avez évoqué Seb. Oui, on en parlait avant. On en parlait avant. Oui. Et ça, typiquement, une entreprise de très bonne qualité, très bien exposée sur la réouverture en Chine. Et c'est un titre qui a retracé 50%, parce qu'on était arrivé sur des niveaux de valorisation qui, pour un leader mondial aussi bien placé, n'avaient pas de sens. C'est un rebond de qualité ou pas de ce point de vue-là, Malik ? C'était la discussion effectivement qu'on avait entamée avant le plateau. Parce qu'il y a toujours dans l'effet janvier le constat que, alors je le dis, les saletés qui montent ou qui remontent effectivement. Il y a toujours un effet, les valeurs qui ont le plus baissé l'année précédente se retrouvent sur quelques semaines comme ça, dans des formes de recovery, de reprise très, très spectaculaires sur le plan boursier, sans que les fondamentaux de ces entreprises aient changé entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est vrai, beaucoup plus marqué sur le marché américain. Ouais. Et c'est lié aussi à la baisse des taux qu'on a eu sur le marché américain. Ouais. Donc les gens ont tiré profit de ça pour se dire, on va racheter ce qu'il y a. Le vieux réflexe. Le vieux réflexe, oui, non, mais tout à fait. C'est juste ça. C'est des valeurs qui avaient baissé de plus de 60-70% et qui ont fait un rallye de 20-25%, mais qui, côté valorisation,
sont pas intéressantes du tout. Donc, il faut faire attention à ce genre de valeurs. Sur la question sur le rallye de début d'année, je crois que sur le rallye européen auquel on a assisté, et je pense que le point qui a été mentionné est très vrai, c'est que le rallye européen, c'est la réouverture de la Chine, la baisse de l'inflation et surtout la baisse des prix du gaz et le fait qu'on évite éventuellement une crise climatique, même si on va avoir des... Crise énergétique. Crise climatique, je crois qu'on l'a. Crise énergétique. Je crois qu'on l'a pour quelques temps. Ouais. Une crise énergétique, même si la consommation récemment en France a remonté avec la baisse des températures. Mais même le chancelier allemand est obligé de l'avouer lui-même. Mais non, mais à partir du moment où c'est au niveau de ce type de décideur qu'on est capable de dire il n'y aura pas de coupure, c'est qu'il y a quand même une garantie solide qu'il n'y aura pas de coupure quand même. Oui. Donc l'environnement était favorable, ce qui a permis aux valeurs européennes de progresser. Maintenant, comme je confirme, c'est maintenant les earnings qu'on va regarder de près. Et là, on va voir, je pense, dichotomie très marquée entre certains secteurs. Donc c'est vraiment une année où les BPA, le momentum bénéficiaire, il compte toujours, mais parfois un peu moins, et notamment l'an dernier où le choc de taux a été quand même un driver très important. Là, c'est vraiment le momentum bénéficiaire qui doit guider normalement les gains des marchés boursiers. Exactement. Après la très belle année qu'on a eue l'année dernière en termes de progression de bénéfices, surtout pour les valeurs européennes, on se demande si elles peuvent se maintenir ce train malgré les anticipations de ralentissement économique, etc. Donc c'est vraiment l'élément clé. Et puis pourquoi les entreprises européennes ? Parce qu'encore, la ouverture de la Chine, quoi qu'on en dise, on ne peut pas passer à côté. Ça va redynamiser la demande européenne et ça va redynamiser aussi une révision éventuelle des bénéfices des entreprises européennes. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est pour ce début de l'année. Après, on verra comment les choses... C'est cap à l'est. Ouais. C'est là-bas que le vent nous porte, quoi. C'est depuis là-bas que le vent nous porte. On laisse les États-Unis de côté pour l'instant et on revient vers l'Europe, la Chine... Éventuellement, dans un second temps, je ne sais pas si on en aura parlé, le Japon, quand la politique monétaire sera clarifiée. Après le départ de Kuroda, peut-être, gouverneur historique de la Banque du Japon depuis plusieurs mandats maintenant. Oui, Xavier, il y avait un commentaire à ajouter, et puis bien sûr Benoît. Peut-être deux remarques. Le premier, c'est qu'effectivement, les bénéfices la révision des bénéfices par action va jouer, mais je crois que surtout 2023 va être une année de revue à la hausse des multiples. C'est-à-dire il y a les bénéfices par action, mais comme je vous le disais, il y a des normalisations qui se sont faites depuis le début de l'année, mais vous avez certains titres de très bonne qualité qui ont vraiment souffert de la hausse des taux, et quand là, vous avez, on va dire, une baisse ou une stabilisation, ou en tout cas une dérivée seconde qui est favorable, j'entends sur la dynamique de hausse des taux, ces entreprises de bonne qualité qu'on souffert pour des mauvaises raisons, pas pour des raisons opérationnelles, pas pour des raisons de rentabilité, elles vont tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. Donc on va avoir une hausse du multiple de ces sociétés qui avaient déjà été massacrées. Ça, c'est très important. Et si vous êtes dans un univers qui se stabilise, et on le voit d'ailleurs dans certains avertissements de résultats qu'on a, on a des titres qui montent. Parce que, la communication a été bien faite, que le consensus s'est bien ajusté. Donc, on les attend et on monte. Et ça, c'est des signes, non pas de contraction de multiples, mais de hausse de multiples. Donc, j'entends. On va avoir, en 2 temps, et moi je reste convaincu que sur la deuxième partie de l'année, c'est des hausses de multiples. Une normalisation, des valorisations, un retour à la moyenne. Un environnement macroéconomique qui se stabilise, entre guillemets, qui gomme ses excès de hausse des taux très rapides, très, très, très hautes, et d'inflation très marquée. Et les entreprises de très bonne qualité, on devrait avoir de nouveau des multiples qui montent. Et dernier point, c'est sur l'aspect un peu technique du marché. Il est normal qu'après un rallye aussi important, on est sur des éléments techniques surachetés, etc. Vous avez certains titres qui ont repris pas loin de 50% en l'espace de 3-4 semaines. Il y a des bénéfices à prendre là-dessus, évidemment. Cette idée de retour à la moyenne, comment vous l'évaluez aujourd'hui, Benoît ? Alors, retour à la moyenne, si je comprends bien, c'est pas de revoir Hermès à 60 fois, c'est plutôt de regarder... On y est déjà. Voilà, pour Hermès, c'est déjà fait, mais c'est plutôt le bas de marché, ou en tout cas le bas des Non, je pense qu'on est d'accord sur cette séquence. Il y a une séquence à court terme qui doit se mettre en place parce que
On a été sur un rythme qui de toute façon n'est pas tenable. Donc il y a ce retour à la réalité momentanée qui doit se mettre en place. Et après, il y a les caractéristiques plus fondamentales du cycle dans lequel on est qui nous amènent à être assez favorables globalement parce que en fait, on a vécu une crise de l'offre, pas de la demande, par rapport à d'autres périodes et d'autres cycles. C'est pas du tout la même chose puisqu'en fait, à partir du moment où l'ensemble de l'économie se remet en marche, les entreprises se remettent à fonctionner normalement, la demande en fait a été mal servie ces 2-3 dernières années et elle est globalement, il y a une réserve de consommation et d'investissement qui reste forte. Et on a toujours depuis la pandémie globalement, si on veut donner une date, on est rentré dans un nouveau cycle qui est un cycle de l'investissement fondamentalement, qui est beaucoup plus sain que le cycle précédent qui était un cycle nourri par la baisse des taux. Et ça, ce cycle d'investissement, il va perdurer parce que les entreprises ont besoin de se reconstruire fondamentalement. Et ça, c'est un moteur très puissant. Les intentions d'investissement, les intentions d'embauche, je voyais dans l'industrie en France, à travers les enquêtes, restent positives. Oui. Oui, parce qu'elles doivent se réinventer dans un nouveau monde. Quoi qu'on en pense, nouveau monde, il a des effets positifs et négatifs, mais elles doivent se réinventer, elles doivent réinvestir. Ça, c'est un moteur très favorable qui fait que cette récession qu'on va avoir, alors plus ou moins forte, est-ce que les États-Unis l'évitent ou pas? Est-ce que certains pays en zone euro peuvent l'éviter? Peut-être, mais on aura quand même une phase de ralentissement économique au sens strict économique. En fait, il sera assez rapide. Parce que derrière, il y a toujours cette demande qui n'est pas bien servie encore et qui est sous-jacente. Et si on est dans une logique d'offre, effectivement, alors ce match value-growth, encore une fois, est-ce que c'est un match qui a encore une raison d'être? Est-ce que le rattrapage de la value, l'idée d'un retour à la moyenne, est-ce que c'est quelque chose, une thématique ou une tendance qu'on a envie d'exploiter? J'ai l'impression qu'il y a des arguments solides dans les deux camps aujourd'hui, avec une correction quand même des valorisations excessives pour la partie croissance et une partie value, alors qui commence juste à débuter le rattrapage de son retard et de sa décote de valorisation par rapport à l'historique. Oui, il y a des écarts qui sont probablement pas justifiés, qui vont devoir se rattraper à un moment donné entre value et grosse, parce que ça a été très vite sur les 2-3 derniers mois. Même chose, cyclique défensive, ça a été très vite en besogne sur la partie pro-croissance. Ouais. Donc tout ça doit se résorber un peu. Et après, ce raisonnement, il a toujours ses limites, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cas particuliers dans chacun des camps. Et il faut aussi raisonner de manière un peu plus générale sur ces grandes thématiques d'avenir et ces grandes thématiques d'investissement. Quelles sont les entreprises qui sont en train de se reconstruire fondamentalement et réinvestir? Et là, il y a une vraie carte à jouer des deux côtés. Donc on a probablement un marché qui s'est peut-être un petit peu trop focalisé sur on le comprend, sur ce redémarrage. Ça y est, ouais. On a gagné contre l'inflation, la croissance va repartir et tout va aller bien. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas, à court terme, il faut que cet écart-là se tasse un peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans une gestion diversifiée maintenant qu'on a fait en 3 semaines la performance qu'on pouvait espérer sur 12 mois, enfin l'espérance mathématique d'une certaine manière, Malik, à quoi il faut s'attendre parce que, encore une fois, on parle du rallye boursier, du rallye action. Il y a aussi le rallye obligataire. Enfin, pour un 60-40, là, c'est un démarrage fantastique. Ouais, sur la partie obligataire, très clairement, il faut rester positionné aujourd'hui sur la composante obligataire. On ne pouvait pas passer à côté de ces rendements-là. Alors, on fera une différence. Je pense qu'il est trop tôt encore de se positionner sur les taux européens parce que je pense qu'ils ont un potentiel encore de hausse. Ouais. Sur le marché américain, le potentiel de hausse est très limité aujourd'hui au niveau auquel on est. On peut même reprendre de la duration là sur l'obligataire américain. Oui, sur l'obligataire américain, sur la partie crédit, là aussi vous avez des rendements intéressants et le crédit en termes de prime de risque, il a intégré une partie de la récession éventuelle. Donc c'est vraiment le retour de l'obligataire cette année pour les portefeuilles diversifiés. Et sur la partie composante action, alors vous mentionnez évidemment le rallye. Donc nous, très clairement, on a des convictions très marquées en ce début d'année, c'est-à-dire qu'on reste à l'écart du marché américain et on a réinvesti massivement sur les actions chinoises et Asie émergente et on est positionné sur l'Europe. Ce sont nos deux paris face aux actions américaines sur lesquelles on est très peu investi parce qu'encore une fois, on considère qu'il y a une valorisation qui est extrême et qu'on va avoir des déceptions sur certains secteurs dans la publication des résultats qui vont arriver très rapidement. Et on pourrait se positionner en fait sur le marché américain, le retour du marché américain en deuxième moitié d'année, effectivement, si on a cette conviction que le pivot est là et que la Fed n'en fera
pas plus. Ça sera le moment de vraiment revenir. Deuxième élément, pourquoi on milite pour les investissements hors États-Unis? Je pense que le dollar va continuer à baisser. On n'est pas arrivé à la fin de la baisse du dollar. En tout cas, en ce début d'année, on a des objectifs qui peuvent aller jusqu'à 1,12, 1,15 éventuellement, parce qu'il va y avoir aussi une politique monétaire européenne qui va être beaucoup plus agressive. Et ça favorise bien entendu l'attractivité des actions hors États-Unis. Et cette logique-là, elle est aussi dans la tête d'un investisseur américain. Oui. Est-ce que ce mouvement va être accompagné par des investisseurs américains, quand même les fonds de pension américains qui abreuvent le monde d'argent, pour dire les choses, Tout à fait. ils vont, eux, sortir du marché américain? Sauf s'il y a une correction. Mais on l'a toujours vu de toute façon. S'il y a une correction très forte du marché américain, la réaction, ce sera de revenir sur le marché pour le soutenir. Parce que, comme vous le mentionnez, ces fonds de pension sont très puissants et peuvent venir limiter en tout cas le potentiel de baisse. Mais si les choses se passent de manière ordonnée, où ils ont tout intérêt à revenir, bien sûr, sur les marchés étrangers, notamment les marchés asiatiques et les marchés européens, sachant que sur les émergents, on a un différentiel de croissance qui risque de se creuser parce que les politiques monétaires des banques centrales émergentes ont été beaucoup plus agressives et en amont de ce qu'ont fait les banques centrales développées. Donc on n'est plus à la... On l'a vu au Brésil, on l'a vu aussi dans d'autres pays asiatiques, on n'est plus à remonter les taux. On a fait le boulot en amont bien avant et donc on a une politique monétaire qui va être beaucoup plus... moins agressive en tout cas que les banques centrales. C'est pour ça qu'il faut là aussi une dynamisation à venir de la croissance asiatique un peu plus marquée et émergente. Mais on préfère l'Asie pour l'instant à l'Amérique latine. Et pourquoi pas l'Europe centrale? Mais on a toujours ce problème du conflit ukrainien, mais les valorisations là aussi sont très attractives. Et je ne sais pas, il y a peu de gens qui l'ont remarqué, mais il y a eu un rebond assez marqué des marchés des pays de l'Est, des pays hors Russie, depuis Russie, le mois d'octobre, qui ont fait plus de 50 à 60%. Donc voilà, la diversification est de retour en 2023. C'est ça. Faut acheter le reste du monde, quoi. Enfin, voilà, on délaisse un peu les États-Unis et on se redéploie sur le reste du monde. Comment vous réfléchissez aux allocations optimales qu'on peut proposer aux clients aujourd'hui chez Delubac Asset Management? Encore une fois, sachant qu'on a peut-être consommé déjà pas mal de bonnes surprises là, avec les premières semaines, mais le retour de l'obligataire, évidemment, c'est le grand thème de ce début d'année. Oui, et puis surtout, ça va permettre aux portefeuilles les plus prudents de retrouver un peu de performance parce qu'ils ont subi quand même l'année dernière des déconvenues assez fortes et assez extrêmes. Donc il est assez logique qu'on retrouve des moteurs de performance. Alors déjà, retrouver l'outil monétaire dans un portefeuille diversifié, c'est quand même une belle avancée pour tous ces portefeuilles-là, parce que c'était quand même une vraie difficulté ces dernières années. On ne pouvait pas placer à taux négatif, ça n'avait aucun sens. Mais de fait, on prenait un peu plus de risques sur des marchés obligataires, par exemple. Donc là, on a cette hiérarchie avec des taux monétaires qui rémunèrent, sans volatilité. Le moteur le plus simple à jouer pour l'année, c'est le marché obligataire, et le marché obligataire de bonne qualité, investment grade, où on a des rendements qui sont somme toute très attractifs. Une fois que la visibilité sur l'économie sera au rendez-vous, on a une marge de manœuvre en plus sur la baisse des spreads. Donc là, on a un moteur assez simple à jouer, à mon sens, dans ces portefeuilles. Donc là, on devrait avoir cette revanche un peu des portefeuilles diversifiés qui sera bienvenue, parce que c'est vrai que la baisse a été extrêmement difficile et probablement un peu injuste en 2022. Et on attend une corrélation quand même qui change un petit peu, parce que le fait marquant aussi de 2022, ça a été cette corrélation très positive. Alors, pour le pire, très souvent, puisque tout a baissé en même temps. Est-ce que là, dans un portefeuille diversifié, est-ce qu'on peut avoir à nouveau ces phénomènes quand même d'amortisseurs, de décorrélation entre les classes d'actifs, actions et obligataires? Oui, on peut retrouver en ce sens un peu de normalité, avec à un moment donné des marchés actions qui vont bénéficier d'un environnement quand même un peu plus favorable et plus visible, des marchés de taux qui ne verront plus les taux baisser à toute vitesse, parce qu'il y aura quand même une limite à cette baisse-là, mais ce qui permettra aussi d'avoir des effets, comme on l'appelle, le portage, avec un rendement embarqué sur la poche obligataire qui sera très intéressant, et un moteur de dynamisme avec les marchés actions. Donc cette normalité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, on doit pouvoir la retrouver, et je pense qu'elle est là plutôt pour les années à venir, ce qui est quand même assez sain. Ah, très sain même, oui, j'imagine. Effectivement, par rapport aux dernières années qu'on a pu connaître, personne n'était à l'aise
avec le schéma de Cette marché des dernières années. Vos commentaires, bien sûr, Xavier, puis je voulais qu'on dise un mot quand même du segment de la classe d'actifs des petites et moyennes capitalisations boursières. Beaucoup de retard accumulé. On est passé, il y a quelques années, d'une prime, d'une surcote en matière de valorisation sur ce segment de marché par rapport aux grandes valeurs, à un phénomène de décote aujourd'hui pour les small et mid cap européennes, en tout cas françaises par exemple, par rapport aux primes de valorisation, à la valorisation des grandes valeurs. Oui, alors je pense qu'il y a eu des histoires de flux qui ont pénalisé évidemment ce segment qui est peut-être pas très liquide. Ça c'est le premier point. Et après, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé à avoir des divergences finalement assez fortes. Les performances effectivement des indices small and mid cap sont négatifs, mais on a des divergences très fortes dans les contributeurs. C'est-à-dire qu'on a des small and mid caps ou des petites et moyennes valeurs de très bonne qualité qui ont très bien fait, et à l'inverse, d'autres de moins bonne qualité qui ont vraiment été massacrés. Ah ouais. Pour des bonnes raisons certainement, mais peut-être pas dans des niveaux d'exagération comme ça. Et ça, c'est un phénomène qu'on avait déjà constaté sur le segment des grandes capitalisations, où il y a 2 ans, on avait atteint le paroxysme avec des valeurs très chères, toujours plus chères, qui continuaient de monter. Je parle du luxe, je parle des techs, etc. Et à l'inverse, tout un segment de la cote très industriel, très cyclique, qui était vraiment avec des niveaux de valorisation qu'on ne pouvait pas justifier en l'état. Donc c'est intéressant de voir qu'on se retrouve un peu dans ce même schéma. Et tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que autant on peut gommer peut-être le mot récession cette année, mais celui qu'il faut rajouter, c'est la sélection. Ouais. Et c'est avoir des portefeuilles équilibrés. Donc on parlait de valeur, le match value croissance qu'on a tout le temps, le match large, enfin grande capitalisation, petite capitalisation. Ce que je fais par exemple dans le fonds Coderich Multicap Europe que je gère, c'est d'avoir un portefeuille équilibré avec des valeurs qui sont pas chères mais de bonne qualité, avec des entreprises de bonne qualité, qui ont de la visibilité, qui ont des parts de marché très importantes, qui sont leaders, et ça a un prix, mais vous avez de la qualité, vous avez des marges, vous avez, donc ça c'est important, et également au sein du portefeuille, une exposition au segment des petites et moyennes entreprises qui est aujourd'hui quasiment à notre exposition maximum, qui va représenter un peu plus d'un tiers du portefeuille. Oui. Et ça permet aussi de rejouer un redémarrage de cycle et jouer des valeurs mid-cap cycliques qui ont vraiment souffert dans cet environnement de hausse de l'inflation, de hausse des taux, et qui est intéressant de repondérer aujourd'hui. Donc c'est toujours maintenir un équilibre entre les risques, entre différents styles, et pas aller tête baissée sur un seul style, mais voilà, vous avez de la qualité partout, vous avez des opportunités de valorisation intéressantes partout, et donc voilà, il faut l'équilibre, c'est un vrai choix de gestion aujourd'hui. L'équilibre vous permet à travers les cycles de pouvoir créer de la valeur. Si vous avez des billets trop marqués, vous le payez. Alors il y a un moment où pendant 5-6 ans, on l'a vu sur les billets croissance, ça a été formidable. On a vécu pendant 10 ans avec ce biais-là. Parce qu'on était dans un environnement macroéconomique qui n'était pas normal. Donc là, si les choses se normalisent, on revient à nos fondamentaux, et donc maintenant, on va investir dans des entreprises qui créent de la valeur et ne pas investir dans celles qu'on détruise. Il y a des attentes particulières sur effectivement cette classe d'actifs, des petites, des PME cotées, pour dire les choses d'ailleurs de manière un peu plus simple. Il y aura un rattrapage dans l'année, logiquement, parce qu'elles ont souffert, mais dans des marchés qui étaient incertains, on a toujours un biais liquidité, qualité, visibilité, qui était un peu en défaveur de ces valeurs-là, mais il y a des pépites. Avec des valeurs qui ont des spécialités sur des thématiques de demain qui sont très intéressantes. Et là, il y a des choses assez favorables sur lesquelles il faut se positionner. Donc ce rattrapage-là, on l'aura dans l'année. Ouais. Oui, non, mais la thèse structurelle d'investissement dans ces marchés-là, ces PME cotées, elle n'est pas enterrée. Elle n'est pas l'idée, comme vous l'avez dit, l'innovation, la surcroissance, la monoactivité, le côté un peu pur, etc. Oui, ça existe toujours dans ces marchés-là. D'accord avec ça, sur le small et mid cap, ça mérite d'être regardé aujourd'hui dans le paysage action.
Mali ? Nous, pour être très honnête, pour l'instant, on ne s'y est pas intéressé, mais oui, il y a une décote aujourd'hui qui peut être intéressante. Bien sûr, après, il faut faire attention au problème de liquidité parce que tout n'est pas réglé dans ces marchés à l'heure actuelle. Mais oui, effectivement, il y a des choses à regarder. On suivra. Effectivement, pour l'instant, on a quand même toujours une avance des large caps par rapport aux small caps sur ce début d'année 2023, en Europe notamment. Je crois qu'aux États-Unis, le Russell 2000, à l'inverse, c'est un indice qui a retrouvé une dynamique un peu plus favorable. Le meilleur indice depuis le début de l'année, c'est le MDAX. On a parlé de l'Allemagne et on a parlé des mid-cap, qui est à plus 14 ou plus 15 depuis le début de l'année. Bravo au MDAX. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Malik Hadouk, CPR Asset Management, Xavier Deburen, InnoCap Gestion et Benoît Vesco de Lubac Asset Management étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec une véritable thématique de gestion qui est celle du sport, thématique qui est adressée chez Montpensier Finance, par exemple, par Nicolas Kieffer qui est avec nous en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc le fonds sport chez Montpensier Finance va fêter ses 3 ans au mois de février de cette année, 2023. Il a été lancé en février 2020. Est-ce que c'était pas le moment des premiers confinements, février 2020 C'est vrai. Si, c'est ça. Hein, voilà. Exactement. J'ai du mal avec les années là, mais c'était au moment des premiers confinements. Cette parenthèse s'est refermée depuis, en tout cas en France et en Europe. Le bilan des 3 ans, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 ans depuis le lancement de la thématique, Nicolas ? Ce qu'on disait effectivement, c'est que le fonds a été lancé donc, en février 2020. Donc, je le rappelle vraiment au bord du précipice. Le point bas est en mars 2020, c'est ça ? Tout à fait. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a connu l'un des plus forts accélérateurs de l'histoire du marché du sport. On a eu une explosion de la pratique sportive individuelle, une explosion de tout ce qui est la nécessité de vivre un style de vie actif et sain. Donc les gens ont commencé à acheter des vélos, à vouloir bien manger, etc. Et donc clairement, on a eu 2 phases. L'année 2020, donc en février jusqu'à la fin de 2020, qui était extrêmement bonne pour le fonds. Une année 2021 un petit peu mix, on a quand même une très bonne performance, mais voilà, on a commencé à avoir des messages de la Fed un peu plus prudents, donc des anticipations d'inflation, etc. Et une année 2022 qui était assez impactante, mais pas que pour la thématique du sport, vraiment pour toutes les thématiques, avec effectivement le secteur de la consommation discrétionnaire qui a été l'un des pires secteurs de 2022, forcément sans surprise, avec les anticipations de récession, d'inflation, etc. Donc voilà. Depuis la fin depuis décembre 2022, on a un rebond assez fort des thématiques et de la thématique sport et bien-être sur des acteurs qui ont pas mal souffert sur l'année 2022. Donc voilà, le message des sociétés est un peu plus, optimiste sur la fin d'année. On a la saison des résultats qui va arriver, des messages qui sont déjà un petit peu en train de se diffuser dans le marché, notamment sur les niveaux de stock, parce que c'est vrai que c'est une thématique très consumer, et sur les niveaux de stock qui étaient anormalement hauts, parce que normalisation de la demande et des acteurs qui avaient très fortement commandé. Donc forcément, on a une normalisation des stocks aujourd'hui. Des marchés sous-jacents qui sont encore très dynamiques. Les gens continuent à pratiquer du sport. Oui, il reste quelque chose quand même de ce boom Covid. Exactement. Du sport et du bien-être en général. C'est ça, c'est juste que voilà. On n'est pas revenu à l'état antérieur. Non, clairement pas. On a une base de comparaison qui est forcément très difficile à tenir, mais on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs à la période pré-Covid. Et donc forcément, on part sur une bonne base pour 2023. Ce qui est intéressant, et le février 2020 n'est pas anodin, parce que évidemment la thématique, vous y avez réfléchi avant février 2020, et donc c'est pas une stratégie opportuniste dans le sens, c'est pas le Covid qui vous a amené sur cette thématique. Pas du tout. Donc les fondamentaux, vous y avez réfléchi bien avant, Nicolas. Comment vous avez découpé justement les différents marchés dans cette thématique fondamentale du sport et du bien-être? Alors il faut savoir que quand on a déjà l'expérience un peu des stratégies thématiques, généralement on travaille 6 à 12 mois avant le lancement du fonds sur le marché adressable, sur la profondeur de l'univers, sur les dynamiques de croissance, etc.
ce qu'on a remarqué, c'est que le marché du sport et du bien-être, c'est un marché qui est bien plus large qu'on ne le pensait. C'est 4 500 milliards de dollars dans le monde, avec des taux de croissance qui sont près de 2 fois supérieurs à celui du PIB mondial. On est autour de 7-8% par an sur les prochaines années. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a un nombre de moteurs de croissance qui sont grandissants déjà, et qui sont très complémentaires les uns les autres. Parce que si on va vers l'évidence, le sport, c'est les équipementiers sportifs. Bien sûr. Mais en fait, ça constitue qu'un seul axe sur les 3 axes qu'on est en train de développer sur ce fonds. Donc l'équipementier sportif qui passe par les fabricants, les distributeurs. Le deuxième axe qu'on appelle style de vie actif et sain, qui réunit l'ensemble des solutions d'encadrement pour la pratique sportive. Donc on va retrouver les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive, qui est un secteur qui est extrêmement dynamique, et également tout ce qui est activité de plein air. Donc c'est là où on retrouve par exemple le vélo, qui est un marché, qui est un segment en tout cas qui est extrêmement dynamique dans notre fonds. Et troisième vecteur, on va retrouver tout ce qui est sport professionnel. Parce que les 2 premiers sont sur la pratique sportive amateur. Là, on est sur le sport professionnel, et donc on réunit l'ensemble des acteurs de l'économie du sport. Donc, dans le sport traditionnel, on a les droits de diffusion, les droits sportifs, les organisations, et côté e-sport, donc qui est une notion un peu plus jeune, qui réunit tous les acteurs dans les compétitions de jeux vidéo en ligne, où également on a toute la chaîne de valeur de la création de contenu jusqu'à la diffusion. Donc c'est vraiment multisectoriel. C'est ça qui est intéressant et qui fait la profondeur d'une thématique en général et en l'occurrence celle du sport, Nicolas. Quelques exemples, parlons d'entreprise. Quelques exemples, effectivement. Alors j'ai compris, les équipementiers sportifs, on a tous les grands noms en tête. Alors est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur ces marchés-là, qui méritent effectivement d'être regardés? Et puis sur les grandes verticales que vous avez pu décrire, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples justement de convictions, d'entreprises dans lesquelles vous êtes investi aujourd'hui? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est un fonds qui est équilibré, donc on a des acteurs qui sont là, très matures, qui sont là depuis des années. Les leaders, quoi. Les géants du secteur, évidemment, pas tous. Et on a également des acteurs de niche. Et ce qui est, je ne vous cache pas, le plus intéressant pour un gérant action. Et donc, on va avoir des acteurs comme aux États-Unis, On Running, qui est une société listée aux États-Unis, une société suisse, qui a été listée, c'était fin 2021. Vous allez peut-être connaître l'un des principaux actionnaires, qui est Roger Federer. Oui, je crois que tout le monde le connaît. Et donc, qui a développé une chaussure, initialement une chaussure, qui, avec une technologie, un design très particulier, qui permet d'augmenter l'amorti et le rebond à la foulée. Donc, c'est une chaussure de running. Et ils ont évidemment développé cette gamme vers les chaussures de tennis, donc développées grâce à son actionnaire, et les chaussures lifestyle. Et donc, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on retrouve à New York, à Singapour, à Hong Kong, une personne sur 2 qui porte des on-running. Donc vraiment une dynamique de croissance extrêmement intéressante, et pour un acteur qui était encore il y a 5 ans inexistant sur le marché. Incroyable. Et qui prend des parts de marché à des géants du secteur. Là, c'est l'émergence d'une vraie marque avec l'effet hype, l'effet mode, évidemment, qui est important pour ces acteurs-là. Bon, quel autres types d'acteurs est-ce qu'on trouve dans votre fonds, justement? Alors, si on reste sur des acteurs, je dirais, de niche, on reste aux États-Unis, un acteur qui s'appelle BellRing Brands, qui est dans la nutrition sportive. Donc là, c'est le leader des boissons protéinées ready to drink. Donc c'est prêt à boire, donc c'est en bouteille, c'est déjà mélangé, etc. Et donc c'est une société qui, grâce à la traction du marché des boissons protéinées aux États-Unis et une image de marque extrêmement forte, avec sa première marque qui s'appelle Premier Protein, a réussi à monter jusqu'à 20% de part de marché, un marché qui est lui-même en croissance à 2 chiffres. Donc vraiment une société qui est extrêmement intéressante. Et ça, c'est un marché, boissons protéinées, mais on peut imaginer un jour, effectivement, un leadership comme on a eu Coca et Pepsi sur le marché des boissons gazeuses et des sodas. On peut retrouver ce genre de concentration, effectivement, avec un acteur qui a déjà 20% de part de marché. Oui, clairement. Clairement, parce que c'est un marché qui est relativement... on va dire concentré.
on va dire que les 3-4 premiers acteurs D'accord. représentent 80% de part de marché, surtout aux États-Unis. Ouais. Là, c'est vraiment très très restreint. Et on voit d'autres acteurs de plus petite taille qui ont énormément de mal à rentrer dans ces parts de marché. Donc vraiment un marché qui est extrêmement intéressant et qui est, comme je le disais, croissance à 2 chiffres. Donc il y a peu de segments aujourd'hui où on peut retrouver une croissance aussi. Bien sûr, ouais, dans le food, dans des produits effectivement de niche, de spécialité, mais au sein de la distribution alimentaire ou de produits alimentaires associés. Et puis la partie e-sport, moi ça m'intéresse. Comment est-ce que vous adressez alors on pense aux jeux vidéo tout de suite. Oui, c'est une industrie qui est un univers d'investissement naturel pour la thématique du sport, Nicolas. Exactement. Alors, c'est une poche qui représente entre 10 et 15% du fonds, généralement. Ouais. On va, comme je le disais, aller dans l'ensemble de la chaîne de valeur, mais on va se concentrer sur des acteurs dont le moteur de croissance futur en tout cas, et vers le e-sport, vers les compétitions de jeux vidéo en ligne. Donc on a choisi Electronic Arts, qui est un acteur américain, qui est l'un des principaux développeurs, éditeurs de jeux vidéo en ligne, avec des franchises que vous connaissez certainement, FIFA, les Sims, etc. Et donc qui a justement, sur les dernières années, très vite adopté les codes de l'industrie des jeux vidéo, en passant beaucoup de jeux des consoles vers le mobile, quand même une des dynamiques assez forte, et de changer le modèle d'un modèle premium, donc où vous allez acheter votre jeu dans une enseigne, à un modèle par abonnement. Donc vous offre la plateforme, vous avez tous les jeux de l'éditeur pour un abonnement mensuel, ou encore un modèle free-to-play. Donc on télécharge gratuitement et on peut ou pas acheter dans le jeu on va dire des suppléments pour agrémenter l'expérience de jeu, si je puis dire. Voilà. Et donc c'est un acteur qui a les principales équipes de e-sport, alors voilà, c'est ça. Avec FIFA, Apex Legends, etc. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui le e-sport, si vous regardez une compétition de e-sport, vous regardez l'athlète professionnel qui est derrière l'ordinateur, c'est comme si on regardait des joueurs de football sur un terrain. C'est exactement la même chose. J'ai cru comprendre que c'était incroyable. Oui, vraiment. Et là, à travers Electronic Arts, oui, vous captez vraiment le thème e-sport, parce que derrière e-sport, moi j'entends professionnel ou semi-professionnel, c'est-à-dire pas juste la pratique de loisir du jeu vidéo à la maison, dans le salon ou sur le canapé. Là, vous captez vraiment cette thématique-là chez Electronic Arts. C'est qu'on va pas capter des acteurs investir en tout cas dans des acteurs qui sont 100% mobiles et qui ne sont pas actifs dans les compétitions. Ouais. On va uniquement... Ensuite, il y a quand même une chose, c'est que Electronic Arts, c'est également le premier éditeur-développeur de jeux vidéo de sport. Donc ça, c'est pas une raison, mais voilà. Oui. FIFA, ils ont une légitimité, quoi. Voilà, le football américain, le hockey, etc. Ouais. Donc vraiment une franchise très très forte vers le sport, les équipes professionnelles, et donc vraiment clairement très exposées à cette thématique. Merci beaucoup Nicolas pour ce point sur la thématique sport qui va fêter ses 3 ans donc dans quelques semaines chez Montpensier Finance. Le fonds a été lancé, la stratégie a été lancée en février 2020 et donc les 3 ans tomberont cette année en février 2023. Nicolas Kieffer qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Montpensier Finance. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.